Bonjour. Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire BlueMind. Donc, quitter Exchange, garder Outlook, c'est possible avec BlueMind. Donc, on est vraiment ravis de vous accueillir aujourd'hui. Donc, moi, je suis Leslie Saladin, je suis la responsable de la communication et du marketing de BlueMind. Vous m'avez probablement déjà vu dans des webinaires où vous avez déjà lu des mails qui commencent par Leslie de BlueMind. C'est donc moi. Je vais attendre un petit peu que tout le monde arrive avant de lancer le webinaire. Du coup, je vais en profiter pour vous présenter un petit peu la plateforme sur laquelle on donne ce webinaire. Donc, pour ceux qui... Voilà, on a quelques habitués qui connaissent déjà l'emplacement du chat. Vous le trouverez en bas à droite de votre fenêtre. Donc, ça vous permet de dialoguer avec les autres participants de ce webinaire, mais aussi avec notre équipe, là, que vous voyez. Je ne sais pas si ça apparaît pareil, mais pour moi, ils sont en dessous. Donc, c'est Fabien, Manu et Fabrice qui nous accompagneront, enfin, Fabien qui va présenter ce webinaire, Manu et Fabrice qui nous accompagneront tout le long de la présentation. Dans le chat, je vous invite à discuter avec les participants. Cependant, si vous avez des questions pendant la présentation de Fabien, je vous invite à les poser dans l'onglet « Questions » qui se trouve donc juste à gauche du chat. Nous, ça nous permet de ne pas les perdre au milieu du flot des messages du chat et de pouvoir les traiter les unes à la suite des autres en fin de webinaire. Donc là, on va avoir une présentation de Fabien qui va durer à peu près 30 minutes. Et ensuite, on répondra à toutes vos questions. Donc, n'hésitez pas à les poser au moment où elles vous viennent. N'attendez pas forcément la fin. Vous pouvez les poser de suite et on les prendra les unes après les autres. Donc, comme je vous disais, on a Manu et Fabrice qui seront là en coulisses pour apporter de l'aide à Fabien sur la réponse aux questions, notamment Manu sur la partie si vous avez des questions particulièrement techniques. Je voulais vous dire aussi que donc on donne régulièrement des webinaires sur différents sujets connexes à BlueMind. On produit aussi beaucoup de contenu via notre blog. Ça, Fabien vous en parlera un petit peu à la fin. On a aussi une chaîne YouTube dans laquelle vous pourrez revoir le replay de ce webinaire à la fin et les précédents webinaires qu'on a donnés également. Je vous pousserai d'ailleurs, pendant la présentation de Fabien, quelques contenus complémentaires pour aller explorer un peu plus en détail certains sujets qu'on n'a pas forcément le temps d'aborder dans cette présentation. Donc, soit des vidéos sur YouTube, soit des articles de blog. Donc, voilà, dans le chat, vous pourrez retrouver des liens complémentaires à ce que Fabien va vous présenter. Je voulais vous dire également, oui, que nous donnons aussi, enfin, nous participons aussi à de nombreux événements. Il y en a encore quelques-uns qui arrivent là au cours du mois de juin et après, il y a la petite pause estivale et on reprendra en septembre. Donc ça, vous verrez à la fin, on a une slide pour vous donner les prochaines dates. Donc voilà, sachez qu'on se balade un peu partout en France. Enfin, on sera beaucoup à Paris, on sera aussi à Reims, on sera à Lyon. Enfin voilà, on se déplace beaucoup. Donc si vous voulez venir nous rencontrer en vrai, voilà, vous pourrez sortir vos agendas à la fin. On vous présentera ces événements-là. Sur ce, Fabien, bah, écoute, je te passe la main. Tu peux commencer. Moi, je vais m'éclipser. Je vais aller en coulisses pour, comme je le disais, pousser des contenus complémentaires. Et je vous souhaite à tous un très bon webinaire. Merci beaucoup Leslie pour cette introduction. Merci à vous d'avoir répondu présent à notre invitation. Je vais me présenter rapidement. Donc, je suis Fabien Ray et je vous rassure, je suis beaucoup plus souriant en vrai que sur la photo. Et je suis donc ingénieur avant-vente pour BlueMind. Mon quotidien, c'est d'accompagner les forces commerciales de BlueMind sur la plupart des questions techniques liées à la solution, hein. Et donc, c'est moi qui vais vous accompagner durant ce webinaire. Et ce dont nous allons parler aujourd'hui, c'est de répondre à la problématique suivante, hein, qui est comment quitter l'écosystème de messagerie Microsoft. On va mettre un peu de contexte, hein, avant tout. Là, vous êtes présent aujourd'hui et vous êtes certainement utilisateur de solutions Microsoft, hein. Et ce que l'on constate de manière générale, c'est que vos utilisateurs sont plutôt satisfaits par les solutions Microsoft et notamment les solutions collaboratives de Microsoft, hein. Mais ce qu'on voit en parallèle, c'est que les DSI sont de plus en plus sous pression
Hein. Il y a forcément ce dont on parle beaucoup en ce moment, hein, le contexte économique et politique, hein, qui fait peser un poids important sur les DSI. Mais il y a aussi de nouveaux enjeux, notamment l'enjeu de souveraineté. Hein. On entend énormément parler en ce moment, mais même au-delà d'être un objectif, hein, ça devient une exigence maintenant pour les DSI et aussi pour les solutions collaboratives. Et ce sont des sujets qui motivent l'abandon de Microsoft. Mais le sujet majeur, le sujet même déclencheur, c'est l'aspect économique. On ne peut pas le nier, il y a une augmentation des coûts systématiques avec Microsoft, hein, qui sont, que vous subissez, constamment et régulièrement, hein, puisque vous êtes embarqués dans l'écosystème Microsoft, hein. Et là, on voit sur la slide, hein, les dernières hausses de prix, notamment sur la partie cloud, hein, qui ont eu un impact justement significatif au niveau des entreprises et des institutions qui utilisent les, solutions Microsoft. En plus de ça, on pourrait se dire: «On a les solutions on-premise», mais même maintenant, conserver Exchange on-premise, hein, c'est possible, mais à un coût qui est relativement, prohibitif, hein. Si on ajoute à ça en plus, une escalade fonctionnelle qui est faite par Microsoft et qui n'est pas forcément désirée par les utilisateurs et qui en plus de ça a tendance à verrouiller les utilisateurs dans son cloud et rendre la sortie difficile. Donc cet aspect financier notamment, hein, c'est le sujet le plus important au final, qui déclenche la volonté de sortir d'Exchange. Les décideurs, les entreprises, les collectivités sont même maintenant contraints, voire forcés à abandonner Microsoft. Et pourtant, est-ce qu'on voit, à l'heure actuelle, un exode vraiment massif des solutions Microsoft? La réponse, c'est non, hein, et d'ailleurs, là, ce que je vous présente sur la slide, c'est un peu les arguments faciles, hein, qu'on pourrait, interpréter en tant qu'utilisateur. Notamment, est-ce que c'est parce que ma DSI, elle est pro Microsoft ou on pourrait dire biberonnée à Microsoft? Ou bien est-ce que les décideurs ne connaissent pas forcément les alternatives aux solutions, Microsoft? Mais ça, c'est pas la réalité du terrain. La réalité du terrain, c'est surtout, en fait, une question d'usage. Hem, Notamment pourquoi? La messagerie, c'est l'outil principal de communication, hein. C'est même celui qu'on pourrait dire être le plus utilisé en entreprise. Pour reprendre les mots, de Fabrice que vous avez vus, que j'aime bien, c'est que c'est l'outil qui est le premier outil ouvert quand on démarre sa journée de travail et c'est le dernier qu'on ferme quand on la termine, hein. C'est aussi l'outil qui rythme le quotidien des VIP, des managers. Leur quotidien, très souvent, il est géré par un pool d'assistants au travers de ces outils collaboratifs, hein. Vous connaissez, je pense, la criticité de l'agenda pour l'organisation des VIP. Si on perd cette possibilité, cette fonctionnalité-là, il y a une vraie une criticité justement pour l'activité. C'est la même chose d'ailleurs pour les utilisateurs, hein, qui utilisent justement tout au long de leur journée ces solutions de messagerie et de collaboration, hein. Si vous changez les habitudes des utilisateurs, on constate une vraie perte en productivité, hein. Par exemple, si je prends une fonctionnalité qu'on connaît tous, hein, les balles de service, par exemple, hein. Si vous perdez les balles de service dans votre contexte de messagerie, il y a un réel impact métier. Parce que ce sont des habitudes qui sont installées depuis maintenant, des dizaines d'années dans les habitudes des utilisateurs. Et on pourrait dire, que ce sont que des habitudes, hein. Les habitudes, ça change, on l'a tous, hein. Mais les fonctionnalités qui sont avancées d'Outlook et d'Exchange, hein, ça va au-delà même de l'habitude utilisateur parce que c'est intégré dans les process métiers depuis longtemps. Si on fait, un peu la synthèse de tout ça, le message c'est: il faut conserver Outlook, OK? Peut-être pas pour tous les utilisateurs d'une entreprise, hein, peut-être uniquement pour des, on va dire ce qu'on pourrait appeler des power users, des key users, des utilisateurs clés. Le message, nous, par exemple, qu'on a, c'est, «Faites du Outlook et on sera content». Et ce qui ressort de nos échanges avec les utilisateurs, hein, dans ces process-là, c'est que, nous, on a 20 ans d'habitude et si on change, on ne veut pas subir les effets du changement, hein. Le La corrélation, la conclusion, c'est, il faut changer, mais sans changer. Et c'est pour ça que chez Bluemind, on a justement décidé de changer de point de vue et de se rapprocher de ce que l'on apprend du terrain et des situations réelles du quotidien. Et ce qu'on détecte, ce qu'on en conclut, c'est que l'enjeu principal, c'est de minimiser les impacts du changement et d'éliminer, chaque point de friction qui soit lié à ce changement. Maintenant qu'on a fait ce constat, hein, comment on peut faire? Pour ça, on a identifié 3 étapes. La première, c'est garder Outlook un bon produit, c'est-à-dire un bon remplaçant à Exchange. La seconde, c'est la capacité à migrer vers cette solution de remplacement. Et la dernière, c'est l'accompagnement des utilisateurs.
Parce que oui, les utilisateurs veulent garder Outlook, hein. Ça, ce qu'ils demandent, hein, notamment là-dedans, c'est de garder un fonctionnement comme avec Exchange, hein, qui fonctionne de manière naturelle. Et c'est ce que permet BlueMind, hein. BlueMind est compatible nativement avec Outlook, hein, au travers du fameux protocole MAPI. Pour simplifier, quand Outlook parle avec BlueMind, bah, il pense à parler à un serveur Exchange, hein. En fait, BlueMind parle Exchange. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ça a été un très, très gros travail de développement. Si on quantifie, on est à plus de 40 années hommes en termes de temps de développement de R&D chez BlueMind, hein. Ça a demandé énormément, énormément de ressources et de temps pour pouvoir développer cette feature dans BlueMind. Et surtout aussi, ce qu'il faut noter, c'est que nous sommes les seuls à le faire. On est les seuls chez BlueMind à avoir un serveur de messagerie qui parle ce langage Exchange. Et c'est d'ailleurs la force de BlueMind dans l'objectif de remplacement d'Exchange. Je remplace Exchange par BlueMind et Outlook fonctionne nativement avec lui. Et là, en fait, le premier step dont on parlait précédemment dans le sommaire, il est franchi. Et Outlook, c'est pas une fin en soi, hein. L'autre point fort de BlueMind, c'est de pouvoir justement diversifier les accès et de vous donner la possibilité de créer des stratégies de sortie à votre rythme. Notamment, en plus d'Outlook, on peut utiliser par exemple un client mobile, on peut utiliser un client lourd, style Thunderbird, on peut utiliser notre webmail, hein, que ce soit en direct ou packagé au travers de notre client dédié. Le point important, c'est que BlueMind, en fait, ne crée pas de sous-population. Ça vous permet de conserver le même niveau de collaboration, quel que soit le médium utilisé. On a ce qu'on peut appeler une collaboration qui est globale. Et grâce à ça, vous pouvez préparer des stratégies de sortie, hein. Vous pouvez mener ce qu'on appelle la conduite du changement, mais dans le temps. Et pour en revenir, au webmail BlueMind, hein, qu'on appelle nous, communément, par son petit nom, la mail app, bah, c'est l'un de ses points majeurs, hein, c'est que les fonctionnalités avancées d'Outlook et d'Exchange dont on a parlé, elles ont été transposées vers le webmail et je vais en profiter d'ailleurs pour vous montrer certaines de ces, fonctionnalités. Premièrement, BlueMind met à disposition, au travers de son serveur de messagerie, un webmail qui est moderne et qui est performant, hein, qui donne accès à toutes les fonctions collaboratives. Ce qu'il faut noter, c'est qu'il a été pensé comme un client lourd, hein. L'objectif principal, en fait, c'est se déployer, hein, c'est de déployer ces fonctionnalités avancées, autant sur Outlook que sur le webmail, hein, pour garder ce qu'on appelle la continuité fonctionnelle. Notamment, on retrouve dans le webmail les délégations à la Exchange, hein. Pour vous le décrire rapidement, j'ai ma boîte aux lettres, j'ai la possibilité de donner des délégations, de donner des accès avec différents niveaux d'accès, à des utilisateurs ou à des groupes d'utilisateurs. Par exemple, je suis, voilà, directeur, j'ai, un pool d'assistants, j'en parlais tout à l'heure, qui gère mon quotidien. Je peux donner à ce pool d'assistants l'accès à ma boîte aux lettres. Mais aussi la gestion partagée, par exemple, de mon agenda. Notamment, voilà, moi je consulte mon agenda, mais je ne gère pas mes rendez-vous. C'est mon pool d'assistants qui s'en occupe. Je donne aussi la possibilité, au travers de ces délégations, à écrire en tant qu'eux ou de la part d'eux, hein. Ça, on le sait aussi, notamment quand on a des boîtes de services ou tout simplement lorsqu'on utilise justement cette délégation d'un poste de direction à un pool d'assistants. Et ces features-là qu'on connaît très bien, elles ont aussi été améliorées par BlueMind parce que le retour client, notamment par rapport à ces délégations, c'est que, bah, au travers du webmail, c'est plus clair à gérer avec BlueMind. Vous avez aussi, et ça depuis la version 5.5, les shared mailbox, les balles partagées à la Exchange. On n'a pas juste un mail folder ou un mail share, hein, on a une boîte qui est complète. C'est-à-dire, on a toute la partie collaborative en plus du mail. On a les agendas, les contacts, les filtres, et cetera. Parce que les balles partagées, ben, c'est utilisé comme des outils métiers. Par exemple, hein, pour la gestion d'un service ou le traitement mutualisé du quotidien, mais aussi pour la gestion de l'agenda et la planification de ce service. Vous savez très bien, par exemple, quand il y a un service informatique dans une entreprise, bah, vous n'allez pas écrire directement à un administrateur ou quoi que ce soit. Vous allez écrire au service informatique et c'est le service informatique qui va vous répondre. Hem, on a aussi, par exemple, l'utilisation des boîtes partagées dans le cadre de gestion de projet, notamment pour la répartition des tâches ou pour les réponses dans le cadre de projets, réalisés dans l'entreprise ou dans un service de direction de projet. Ces balles partagées, justement, on les retrouve dans la mail app de la même manière que sur Outlook, hein. Tout ça, toujours, hein, pardon, pour coller à l'objectif de conserver l'usage utilisateur et de conserver la fameuse
continuité fonctionnelle. Le transfert d'invitation aussi, par exemple, voilà, moi j'ai invité une personne, hein, ou un professionnel pour une démonstration technique et il veut se faire accompagner d'un expert technique. Ou bien autre chose, voilà, moi je suis invité, mais je ne suis pas dispo, je transfère l'invitation à un de mes collègues qui peut reprendre le sujet. Le transfert d'invitation, c'est un vrai process, c'est un vrai workflow métier. C'est pas juste un transfert de mail, hein. Notamment, on le sait pourquoi? Parce que, lorsqu'on fait un transfert d'invitation, l'organisateur est prévenu du transfert. En plus, moi, en tant qu'organisateur, hein, si je prends mon exemple d'organisateur de réunion, moi, je garde le contrôle. J'ai la possibilité, notamment, d'accepter ou de refuser l'ajout de personnes supplémentaires à ma réunion et ça, c'est une extension de la feature qui a été développée par Bluemind, hein. Et justement, c'est une autre fonctionnalité qu'on retrouve autant via Outlook que dans le webmail. On retrouve aussi notamment les catégories Outlook, hein, on les connaît très bien et on les retrouve de la même manière sur Outlook que sur la mail app, hein. C'est-à-dire qu'on retrouve, bah, les mêmes couleurs, on retrouve les mêmes titres, on retrouve la même organisation. Je vais dire, c'est primordial pour la gestion d'un service ou le traitement partagé du quotidien, hein. J'en parlais, tout à l'heure, je faisais un parallèle avec les balles partagées, par exemple, hein, un support technique. Imaginons, moi, je suis sur Outlook, j'ai mon collègue du support technique qui est sur la mail app. Si je tag les mails d'une certaine manière, il va les retrouver, bah, de la même manière sur son médium de connexion et d'utilisation de la messagerie. C'est hyper important de retrouver, quel que soit le médium d'utilisation, les mêmes éléments graphiques et organisationnels, hein, notamment, pour la gestion mutualisée. Et c'est d'ailleurs, en fait, ce qui va vous permettre potentiellement de faire passer vos utilisateurs doucement d'Outlook vers le webmail. Autre chose, les mail tips, hein, ces messages d'avertissement qu'on a, on va dire au niveau du créateur de mail, enfin du système de rédaction, qui permet de savoir notamment si, le destinataire, par exemple sa balle est full, hein, elle est complète, saturation, ou bien s'il y a un message d'absence, qui est mis sur la boîte aux lettres, hein. L'avantage, c'est que, bah, on n'a pas à attendre de recevoir le mail automatique de réponse pour savoir ce qui se passe. C'est un véritable gain au niveau métier, de le savoir en avance. Notamment, je pense au message d'absence, hein, le fait de pouvoir prévisualiser le message d'absence, ça me permet de savoir qui contacter. Très souvent, hein, par exemple, si moi je pars en congé, je dis toujours: «Voilà, je suis absent de telle date à telle date. Merci de contacter tel service ou merci de contacter telle personne, avant, en attendant mon retour», s'il y a en cas d'urgence ou quoi que ce soit. Très souvent, il faut attendre le message de retour pour le savoir. Donc, on a un peu de perte de temps, le temps de refaire un échange, et cetera. Là, l'avantage, on le sait en avance. Donc, j'ai qu'à consulter la mail type, je sais qui contacter pendant l'intérim et donc du coup, bah, voilà, je peux lui envoyer directement un mail. C'est un véritable gain de temps au niveau quotidien. Pareil pour la contre-proposition d'horaire, hein, bah, voilà, je reçois une invitation, je ne suis pas disponible à ce moment-là, je peux proposer à l'organisateur une plage sur laquelle, bah, je suis plus facilement disponible et cette feature, donc on la retrouve autant sur Outlook que sur le webmail. On a aussi, des fonctionnalités qu'on pourrait, appeler d'entreprise, hein, notamment notre outil de gestion de signature, hein, avec lequel vous pouvez répondre à une problématique qui est la signature des mails, hein. Ce qui se fait très souvent dans les organisations, dans les entreprises, bah, ce sont des modèles de signature, hein, qui sont envoyés en HTML individuellement aux utilisateurs, hein, par les services de communication, les services de marketing, hein, et ça doit être mis, on va dire, à la main par les utilisateurs dans leurs clients de messagerie, et bah, ces modèles de signature-là, ils ne sont pas forcément respectés ou bien mis en place, hein. Notamment quand vous avez, on va dire, plusieurs fois un changement de signature, dans l'année. Hem, L'outil de signature qui est intégré dans Bluemind, ça permet de maîtriser justement l'image parce que, bah, le mail, c'est le premier outil de communication de l'entreprise et donc pas besoin de faire appel à ces solutions, on va dire, un peu, artisanales et pas non plus besoin pour vous de faire appel à des solutions tierces. Avec l'outil qui est intégré dans Bluemind, bah, vous pouvez gérer vos signatures et les déployer automatiquement chez vos utilisateurs. Notamment, vous pouvez, réaliser vos communications saisonnières, vos communications exceptionnelles ou bien vos events, au travers de ces signatures. On a aussi, des autres éléments qui sont classiques, mais qui sont indispensables, hein, dans un serveur de messagerie. On a la gestion automatique des ressources, on a la corbeille à double fond, l'administration de la solution via le web ou via le CLI, hein, la ligne de commande et on a aussi d'autres fonctionnalités importantes, hein, le suivi d'importance pardon, des messages, c'est-à-dire taguer un message urgent
pour, on va dire, favoriser le traitement plus rapide, et le déport de pièces jointes volumineuses automatiques. Par exemple, si je veux mettre un PDF qui est très, très lourd dans un mail, arrivé une certaine taille, une certaine limite, eh bien, cette pièce jointe, elle n'est pas jointe directement dans le mail, elle est déportée sur un espace de Drive. Là, on a vu, surtout des points de messagerie pure, hein, et la messagerie, beh, ça fait partie d'un tout, ça fait partie surtout d'un socle collaboratif, hein. Vous avez certainement des solutions, collaboratives existantes, hein, de visio, de téléphonie, même de Drive. Et bien, BlueMind peut s'interfacer avec ces solutions collaboratives. Hem, on peut, par exemple, hein, interfacer dans BlueMind une solution de Drive pour les pièces jointes, hein, j'en parlais tout à l'heure, par exemple de type Nextcloud ou Alfresco, hein. Ces solutions, donc, elles permettent, comme je le disais, de décharger les pièces jointes, que ce soit des pièces jointes sortantes, hein, que vous envoyez, ou entrantes, que vous recevez aussi, sur un stockage à part. Et de pouvoir les retrouver plus tard, hein, pour soit les modifier au travers du Drive, soit les partager ou les renvoyer. BlueMind s'interface aussi avec des solutions de visioconférence. Ces solutions, pardon, on va les gérer comme des ressources, et ça directement dans l'agenda. Lorsque je crée une réunion, ben, je peux ajouter facilement mon outil de visioconférence dans l'invitation. Et ça, de la même manière, hein, on le voit, que ce soit sur le webmail ou que ce soit sur Outlook. Tout ça toujours, hein, pour conserver la continuité fonctionnelle. Hem et comme BlueMind fonctionne en mode plugin, hein, grâce aux API, eh bien, on peut s'interfacer avec toutes ces solutions et, si nécessaire, bah, développer de nouvelles intégrations à des outils collaboratifs. Là, on a vu, surtout des intégrations, on va dire outil par outil, hein. L'étape d'après, ben, c'est de penser au niveau global, au travers des solutions notamment de digital workplace, hein. Ces solutions, elles ont compris que la messagerie, bah, c'est un métier à part. Et bah, dans ces suites, hein, qu'on vous présente, bah, BlueMind est une des briques de messagerie intégrée au socle et à l'offre collaborative. Là, donc, ce qu'on vient de voir, c'est la capacité à BlueMind à remplacer Exchange. Maintenant, l'enjeu, bah, c'est de pouvoir migrer vers BlueMind, hein. Maintenant que j'ai l'outil, bah, comment est-ce que je migre dessus? Hein, parce qu'on sait que la migration, bah, c'est pas une tâche triviale, c'est un véritable projet à mener pour l'entreprise, hein. Et bah, pour migrer, on a besoin d'outils pour reprendre la donnée, et notamment, bah, chez BlueMind, on a l'expérience de ces scénarios de migration, hein. Quand on nous pose la question: «Est-ce que vous savez reprendre?», nous, on répond: «Oui», grâce au BM Migrator, qui est, développé, hein, et qui est fourni par BlueMind. C'est d'ailleurs l'outil principal dans les scénarios de migration vers BlueMind. Le principe, c'est que le BM Migrator reprend les données, c'est-à-dire les mails, les agendas, les contacts, les tâches, les notes, les filtres, mais aussi le contexte utilisateur, notamment les permissions, les partages, les messages d'absence. Hem, ce qui est important dans une stratégie de migration, c'est qu'il n'y a pas que la donnée brute, hein, il faut pouvoir la contextualiser. Le migrator, c'est justement l'outil qui vous permet de conserver ce contexte. En fait, in fine, l'utilisateur, une fois qu'il a été migré sur la solution BlueMind, il retrouve son environnement comme il l'a laissé. Et ça complète justement l'objectif dont on parlait au début, du webinaire, qui est de ne pas perturber l'utilisateur pendant la phase de changement. En plus, au niveau opérationnel, vous avez la possibilité, grâce au BM Migrator, par exemple, de faire la migration en mode incrémental. Quand on a une volumétrie qui est très forte, hein, ou qu'on a, par exemple, beaucoup d'utilisateurs, ce qui va se passer, c'est qu'on va prendre, la majeure partie, en fait, de la donnée dans un premier temps, et ensuite on va récupérer le delta au moment de préparer la bascule définitive. Vous avez aussi la possibilité de faire la migration, on va dire, de manière progressive, c'est-à-dire je peux migrer, par exemple, par service, je peux migrer par domaine, je peux migrer par, population sélectionnée selon la stratégie de migration. Je peux aussi faire des tests et des migrations à blanc, hein, pour pouvoir justement valider et resetter la migration avant de faire la bascule. En réalité, ce qu'il faut retenir, c'est que grâce au BM Migrator, vous gardez la main sur la stratégie de migration et vous pouvez l'adapter si besoin. Si vous vous rendez compte, par exemple, que dans votre stratégie de migration, vous avez migré une première partie de la population, une population définie, mais que pour des impondérables ou des urgences, il faut justement changer cette stratégie et passer sur une autre population ou un autre groupe, vous pouvez le faire grâce au Migrator.
Et d'ailleurs, pour garder, on va dire, et aller dans le sens de conserver la main sur la stratégie de migration, Bluemind supporte le split domain, hein. Ça permet notamment, de pouvoir faire exister, coexister 2 systèmes de messagerie en parallèle. On sait que dans une stratégie de migration, notamment quand on a des volumétries fortes, il y a un temps de cohabitation, hein, notamment pour pouvoir piloter la migration et la réaliser, hein. Lorsque la voilà, comme je disais, par exemple, si on est, dans des exemples d'entreprises ou de communautés de communes ou de collectivités sur lesquelles on a plusieurs milliers d'utilisateurs ou des volumétries de plusieurs, parfois dizaines de terrains, hein. Mais le split domain, ça permet aussi de mitiger les risques. Ça permet notamment de ne pas perturber les flux de mails et donc du coup de ne pas perturber l'activité durant cette phase de transition. Un autre point important, hein, c'est le déploiement et du coup, là-dessus, chez Bluemind, on travaille énormément dessus, hein, notre travail aussi, c'est d'éliminer justement les points de friction. On est là dans le cadre d'une migration depuis Exchange, hein, on est dans un contexte Microsoft dans lequel la solution Bluemind doit s'intégrer et justement, Bluemind s'intègre facilement au niveau du SI au travers de ses composants. On a notamment la synchronisation Active Directory, hein, qui permet de récupérer les utilisateurs et les groupes. On a la possibilité d'y adjoindre du SSO pour l'authentification. L'autodiscover aussi, qu'on connaît bien, parce que c'est obligatoire pour la configuration automatique des clients Outlook et des clients ActiveSync. En plus de ça, Bluemind est compatible avec le Global Catalog, hein, qui est utile dans le cadre, par exemple, d'annuaires fédérés, hein. Quand on a plusieurs annuaires, on peut les fédérer, hein, on le sait tous, et ça peut être le cas notamment dans certaines collectivités locales, certaines communautés de communes, ou même certaines entreprises, suite par exemple à des acquisitions. Bluemind est aussi compatible avec le magasin de certificats Windows, hein, pas besoin d'importer ces certificats manuellement. Et un autre point au niveau de l'intégration, du déploiement, c'est ce qui se passe au niveau du poste utilisateur. Et là-dessus, on travaille en collaboration, avec nos partenaires intégrateurs sur un outil qui permet d'automatiser les tâches à réaliser sur les postes clients et de récupérer le contexte local lié à la compatibilité avec le client Outlook. Voilà, donc là, on a vu, la capacité de nos solutions à s'intégrer au SI et à migrer la donnée et le contexte des utilisateurs, hein. Maintenant, le dernier point important, c'est l'accompagnement des utilisateurs. Parce que comment, justement, nous, chez Bluemind, on accompagne les utilisateurs? En tant qu'éditeur, déjà, on vous fournit une documentation. Cette documentation, elle couvre l'intégralité des fonctionnalités et des usages de Bluemind. C'est-à-dire qu'on a le périmètre utilisateur, le périmètre d'administration, le périmètre fonctionnel. À titre d'exemple, hein, la documentation à l'heure actuelle, elle fait à peu près plus de 300 pages, hein. Et notamment, voilà, dès qu'on a une nouvelle version qui sort, la documentation est mise à jour et publiée. Elle est d'ailleurs réalisée et maintenue par 2 documentalistes de Bluemind, hein, donc c'est pas une documentation qui a été faite sur un coin de table, hein, clairement. Heu, on a aussi, des fiches, et des aides-mémoires, hein, qu'on appelle des triptyques, qui peuvent répondre à une question sans avoir forcément, à, consulter la doc de 300 pages en entier, hein. Ça permet de répondre rapidement à des questions techniques ou d'usage. C'est un format, didactique, si vous voulez, hein. On a aussi des vidéos YouTube, hein, qui sont, réalisées par Leslie, elle en parlait justement. C'est un autre format qui est très apprécié des utilisateurs. Elles font en général moins de 2 minutes et elles portent sur des cas concrets, hein. Elles mettent pardon, le focus sur une feature ou sur une, fonction opérationnelle. L'idée de ces vidéos, c'est de faciliter justement l'adhésion d'utilisateurs à l'usage et à l'utilisation de Bluemind. On a aussi des, ressources de proximité avec nos utilisateurs. On parlait justement, du blog, dans lequel vous trouverez énormément d'articles, pardon, sur notre actualité, sur nos stratégies, sur nos enjeux fonctionnels. On a aussi une suggestion box qui nous permet, voilà, de jauger où sont les principales demandes, hein, de nos clients et de nos intégrateurs. Ça nous permet surtout, voilà, de pouvoir adapter la roadmap par rapport à ces demandes et on a aussi, le club utilisateur. Le prochain d'ailleurs sera à Marseille, le 8 juillet, où, on présente les nouveautés, mais surtout ça nous permet d'échanger directement avec nos utilisateurs et d'avoir un retour direct, hein, auprès d'eux. Voilà, j'en ai terminé déjà avec nos 3 grandes étapes, hein, et nos solutions pour y répondre. Et là, on a appris quand même pas mal de choses, hein, même énormément de choses sur la solution Bluemind pour, remplacer Exchange. Et maintenant, je vais en profiter pour vous parler de qui est Bluemind. Bluemind, c'est le premier éditeur de messagerie d'entreprise européen, hein,
toujours détenu d'ailleurs à plus de 90% par des gens qui y travaillent, hein. On a plus de 500 références, on a plus de 30 partenaires intégrateurs et on a une couverture internationale, hein, notamment en Europe et en Afrique. Au-delà de ça, Bluemind, on est open source. On est, je vous l'ai dit, suffisamment de fois compatible nativement avec Outlook et intégrable avec les grandes solutions, collaboratives. Mais surtout, on a la maîtrise technologique complète de notre solution. On n'a aucune dépendance technique. Heu, Bluemind maîtrise 100% de son développement, hein. Tous les éléments de la solution, que ce soit la console admin, le webmail, la CLI, le serveur de messagerie, les différents composants de synchro, hein, de connexion, sont développés en interne par nos équipes. C'est ce qui vous garantit la stabilité de notre solution. On a parlé, enfin j'ai parlé surtout de Bluemind et de sa solution de messagerie, mais on a aussi une autre solution qu'on propose, hein. Ici, l'enjeu, c'est de répondre à la question: «En cas d'incident, comment est-ce que je communique? Hein, comment est-ce que je gère ma cellule de crise?» Pour ça, nous avons une variante, hein, c'est une solution, verticale qui est dédiée à la communication de crise, qui s'appelle Bluemind Digital Crisis. Avec Digital Crisis, en cas d'incident grave sur votre infrastructure ou sur votre solution collaborative principale, vous pouvez déclencher l'outil et gérer la situation de crise au travers d'une solution complète, c'est-à-dire qui gère la partie email, mais aussi visio, agenda et connexion, hein. C'est une solution d'ailleurs qui est décorrélée de votre SI, qui est sur un hébergement sécurisé et qui peut être pilotée soit par la DSI, soit par le métier. Là, je vous présente au travers de cette slide un ensemble d'institutions et de services qui utilisent Bluemind, hein. En termes de clients utilisateurs, on voit une pluralité de contextes, hein. Vous voyez par exemple la mairie de Villejuif, vous voyez la mairie de Marseille, l'Institut Pasteur, le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Dans le secteur privé, vous avez par exemple Meka Protect ou les agences immobilières La Forêt. On voit en fait autant d'entreprises privées que d'institutions publiques et de tailles variées. Ce qu'il faut voir ici, c'est que Bluemind, hein, concerne tous les périmètres et toutes les typologies d'usage. Voilà, j'en ai terminé avec le webinaire. Merci beaucoup de m'avoir suivi et je pense qu'on va passer aux questions, parce que moi je ne les vois pas encore, mais je pense que vous devez en avoir. C'est pour ça que je vais inviter d'ailleurs, Manu, que vous avez vu tout à l'heure sur scène et là je laisse en slide de fond, les prochaines dates, auxquelles vous pourrez, nous rencontrer, dont parlait Leslie tout à l'heure. Merci Voilà pour beaucoup moi. Fabien. Oui, donc effectivement, je vous disais tout à l'heure qu'on se balade pas mal, un peu partout en France. Donc là, vous avez les prochaines dates qui arrivent. Vous pourrez venir, discuter avec nos équipes en direct, poser vos questions. C'est toujours plus agréable qu'en visio. Sur ce, je vois que nous avons déjà eu beaucoup mais vraiment beaucoup de questions. Tout à fait. Pourtant, c'était très clair, Fabien, rassure-toi. Non, mais c'est intéressant de voir que justement les gens s'interrogent et ont des questions. C'est très, très bien. Ouais, bien sûr. Très, très Donc, bien. Manu et Fabrice, vous êtes en mute, tous les 2. Je vous invite, à prendre les questions peut-être par, ordre chronologique, donc à descendre tout en bas et Mmh. si vous faites démarrer la réponse en direct, ça permettra d'afficher la question pour tous les spectateurs. Ce sera peut-être plus clair aussi pour eux, de voir à quoi vous répondez. Sur ce, je vous laisse traiter. Moi, je m'occupe du chat. Très bien. Ok, merci Leslie. Manu, tu veux commencer? Je prends la main. Oh, vas-y, Je te propose de répondre aux questions pour lesquelles j'ai la réponse, et sinon je te donne la main. Alors, pareil, si tu veux répondre, n'hésite pas. Bien sûr, ouais, tout à fait. Oui, bien sûr, évidemment aussi, Fabien. Ouais. Alors, première question de Raphaël Manville. Pour ceux qui sont déjà chez Bluemind, une mise à jour suffit pour améliorer la compatibilité? Alors, globalement, oui. Chaque nouvelle version apporte, en tout cas pour les hotfix, évidemment, des correctifs et une optimisation globale, en fait, côté Bluemind. Chaque version mineure, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, etc., apporte des nouvelles fonctionnalités. Donc oui, globalement, c'est un peu la philosophie. Chaque nouvelle version doit apporter du mieux par rapport à l'ancienne. Ouais, je complète aussi, si vous êtes sur Bluemind 4, alors effectivement, si vous passez sur Bluemind 5, il y a des améliorations, il y a un saut technologique sur certaines briques dans le produit qui vont permettre de nettement améliorer les performances d'Outlook. Oui, je n'avais pas pensé effectivement à ce schéma, et certains d'entre vous sont
peut-être sur la V4. Ouais, qui Non, mais d'ailleurs n'est notamment, plus supporté, hein, je préférerais le préciser. bah, notamment, justement, j'en parlais dans le webinaire, hein, déjà, l'un des gros sauts qu'on a de la 4 à la 5, c'est les charmes mailbox. Déjà, on a une énorme différence entre la manière dont les charmes mailbox sont faites dans les versions 4 et même les versions 5 antérieures et les versions là de la 5.5 qui était la version la plus récente jusqu'à la publication de la 5.6. Et effectivement, tu en as parlé aussi, hein, pour compléter encore une petite fois cette réponse. La grosse différence qu'il y a aussi entre la V4 et la V5, c'est qu'en V4, on utilisait le serveur IMAP Cirrus, donc serveur sur étagère, alors qu'en V5, tu l'as dit dans le webinaire, c'est notre serveur IMAP. Donc, évidemment que on subissait, entre guillemets, les contraintes liées à Cirrus côté Outlook et les limitations aussi liées à Cirrus. Donc oui, là forcément, sur la V5, on a beaucoup plus de liberté d'action. Et oui, ça marche beaucoup mieux. Depuis un mobile Android ou Apple, est-il possible d'accéder à l'agenda d'un autre agent ou un agenda partagé? La réponse est oui, on sait gérer le multi-calendrier également sur les téléphones mobiles. On a implémenté, je ne sais plus quelle version on est, la Manu, tu auras peut-être effectivement la réponse, version 16 et quelques du protocole, c'est ça? Donc en fait, on propose et on recommande des synchronisations via le protocole ActiveSync à la Exchange. Il y a par exemple Google qui est plutôt orienté vers de l'IMAP et du CardDAV. Nous, on va plutôt partir sur l'ActiveSync parce qu'en fait, c'est supporté par tous les téléphones. Et alors effectivement, vu qu'on a la main complète sur le code au niveau serveur, donc sur la partie ActiveSync, on a la possibilité d'implémenter justement tout ce qui est visibilité du calendrier, donc, notamment des calendriers partagés. C'est quelque chose qui n'est pas forcément disponible sur toutes les briques qui font de l'ActiveSync. Mais en tout cas, nous, on a pu implémenter cette possibilité. Donc, ça fonctionne aussi bien sur iPhone que sur Android. Alors après, il y a peut-être des versions d'Android ou des applications d'Android où la couleur des calendriers est similaire. Mais ça, c'est une question d'application et ce n'est pas une question serveur, finalement. Ça, oui, effectivement, c'est une limitation côté Gmail. Donc, l'éditeur de ce logiciel, c'est Google, qui est au courant qu'il n'y a pas de couleur dans les multi-agendas côté Gmail et qui ne fera pas grand-chose, en fait, pour faire évoluer ça. Maintenant, sur chaque téléphone, typiquement les Samsung, pour ne pas les citer, qui sont quand même relativement répandus dans l'entreprise, eux fournissent leurs propres clients, en fait. Mail, tous les constructeurs aiment bien rajouter une petite surcouche. Celle de Samsung permet d'avoir du multicouleur en fait au niveau des calendriers. Sera-t-il possible de connecter deux instances différentes, typiquement deux entités publiques différentes, qui n'ont pas le même domaine, mais qui sont dans la même infrastructure pour les partages de calendrier? Pardon, question de Raphaël Manville. Alors, techniquement parlant, pareil, tu pourras me compléter, Manu, si je dis une bêtise, mais techniquement parlant, si on a deux domaines clairement séparés et qu'on crée deux domaines BlueMind, là, non, il n'y aura pas de partage possible parce que l'idée, justement, c'est de séparer les deux domaines. Par contre, ce qu'on sait faire dans BlueMind, c'est gérer autant d'alias qu'on veut. Donc, on peut très bien créer un domaine technique pour héberger les boîtes aux lettres et après gérer plusieurs alias en fonction de sa population. Trucmuche.gouv.fr, bidultruc.gouv.fr. On aura chacun des alias différents pour gérer une adresse mail différente, définir quelle adresse par défaut on doit utiliser lors de la configuration du client. Et là, pour le coup, pas de problème, les partages sont possibles dans tous les sens. Après, on peut quand même publier un calendrier vers l'extérieur s'il y a besoin d'un partage au moins en lecture pour certains utilisateurs. Partage d'ailleurs vers l'extérieur qu'on a grandement amélioré dans la version 5.6 de BlueMind d'un point de vue ergonomique. Question d'Alexandre Schmitt, gestion des étiquettes de confidentialité. Alors non, on ne gère pas encore les étiquettes de confidentialité en fait sur BlueMind qui permettent de blinder certaines données, notamment vers l'extérieur. On n'a pas de gestion de ce type d'étiquette encore sur BlueMind. Si je ne dis pas de bêtises, c'est une fonctionnalité d'Office 365, donc un peu particulier par rapport à du Exchange on-premise. De la même manière, en fait, les clients Outlook sont
un peu différent entre la version d'Office Mm. 65 et la version les versions LTS, en fait, donc les versions 2019, 2021, 2024. Et d'un point de vue fonctionnalité, il y a quelques différences. Effectivement, cette fonctionnalité n'est pas implémentée dans le sens où c'est une fonctionnalité qui va être disponible sur Office 65. Oui, de fait de l'interaction avec les autres services type Purview, etc. pour la partie confidentialité et autres. Tout à fait. Question de Christophe Cuc. Avez-vous une intégration avec Wimi? À ma connaissance, non. Maintenant, je me renseignerai, enfin, on se renseignera en interne, savoir si les dialogues sont en cours, parce que, oui, que ce soit Pierre Bodraco, notre président préféré, ou d'autres acteurs BlueMind, en fait, oui, on est quand même pas mal en contact avec de nombreux acteurs de la communauté, que ce soit la communauté open source ou la communauté de propriétaires. On n'est pas vraiment sectaire chez BlueMind. On parle avec de nombreux acteurs du terrain qui fournissent des outils collaboratifs. Donc, il est possible qu'il y ait des discussions en cours aussi avec eux. Mais à ma connaissance, non. Autre question de Monsieur Cuc. Là, je vais laisser Manuel répondre. Est-il possible de migrer une boîte IMAP simple? Là, c'est Monsieur Migrator qui peut répondre à la question. Je pense que tout le monde peut y répondre, mais effectivement, on a la possibilité de migrer une boîte IMAP simple vers BlueMind. On peut même en faire plusieurs. En fait, on a donc l'outil que parlait Fabien tout à l'heure. Hein, c'est un outil qui permet aussi de paralléliser les reprises. Donc, par exemple, si vous avez un volume de 10 Tera à reprendre, on ne va pas attendre de faire les boîtes les unes après les autres. On va plutôt multithreader la reprise. Par exemple, sur des entités assez importantes, avec 30 000 utilisateurs, on peut passer sur 128 threads. Donc, on a 128 boîtes qui vont s'alimenter en parallèle pour accélérer les temps de reprise et maximiser le temps de migration. Enfin, minimiser le temps, réduire le temps de migration, en tout cas sur un planning. Ensuite, question de Teddy Pécourt. Quelle solution pour un calendrier d'entreprise partagé et simple à exploiter? Alors, là, moi, j'apporterai éventuellement plusieurs réponses. Tout dépend du besoin. Donc, réponse facile. Maintenant, oui, on aura plusieurs réponses à apporter en fonction de votre besoin. Moi, ce qui me vient en tête, c'est soit l'utilisation des shared mailbox, dont a parlé effectivement Fabien, et qu'on a en version 5, et qui vont permettre de faire pas mal de choses. Maintenant, tout dépend pourquoi je parle du besoin. On a également aussi les calendriers de domaine en fait, sur BlueMind, qui vont permettre de faire de la publication dans un calendrier, on va dire unidirectionnel, c'est-à-dire on va publier de l'information à destination de tous les utilisateurs de l'entreprise. Donc, tout dépend s'il y a besoin de collaborer, tout dépend du périmètre, mais on va avoir les calendriers de domaine. On va également avoir les ressources, si on veut apporter en fait un système d'interaction, un minimum avec les utilisateurs, voire les shared mailbox, où là, on aura un calendrier comme sur une boîte aux lettres. Juste peut-être pour compléter, donc en fait, on n'a pas forcément de changement par rapport à du Exchange classique, hein, finalement, sur la partie calendrier. Vous allez retrouver les mêmes fonctionnalités. On est aussi compatible avec d'autres solutions qui sont capables de se connecter sur BlueMind pour de la gestion de calendrier. Alors, je n'ai pas forcément les noms en tête, mais on a notamment des universités, par exemple, qui travaillent avec des outils de gestion de planning, de ADEsoft, ou choses comme ça. Et effectivement, ça reste compatible avec BlueMind. Nous-mêmes, d'ailleurs, hein, on a notre système de gestion de congés, etc., et d'absence qui est intégré directement dans nos messageries. Ah ouais, tout à fait. Ouais. En fait, on est vraiment sur un produit open source, donc on s'appuie sur les protocoles standards. Donc, on essaye d'être compatible au plus possible avec les autres applications. Après, n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions ou des doutes sur un outil. On ne les connaît pas tous, mais par contre, on peut se faire une joie de faire une étude et de vérifier sa compatibilité. Exactement. Ensuite, est-ce que BlueMind inclut une fonctionnalité analogue à Booking de Microsoft 365, réservation dans un agenda par un tiers? Alors ça, je crois que... Alors justement, on a un service, alors je ne me rappelle plus comment il s'appelle.
on avait un service où on a justement un calendrier de tiers qui permet de faire de la réservation sur un calendrier BlueMind. Alors, je ne me rappelle plus du nom du service, je suis vraiment désolé. Je vais peut-être poser la question. Ah non, mon collègue n'est pas là. Je vais essayer de retrouver l'information, mais on a ce genre de système. Après avoir dans le détail ce que vous appelez la solution de booking de MS365 pour ne pas répondre à côté de la plaque. Ouais, c'est ça, ouais, qu'on comprenne un peu le besoin. Mais savoir effectivement ce qu'il y a en dessous, booking, parce que moi, dit comme ça, donc peut-être éventuellement reformuler la question pour monsieur, Julien Neller. Reformuler la question, qu'on ne réponde pas à côté, parce que sinon on a envie de répondre, bah oui, réserver dans un agenda par un tiers, oui, on sait faire. Maintenant, est-ce qu'on parle d'un Doodle Like? Est-ce qu'on parle d'une réservation plus large? Est-ce qu'on parle d'une ressource? Est-ce qu'on voilà. Mais en tout cas, oui, j'ai l'impression que ça n'a pas l'air exotique comme besoin. J'ai publié dans le chat un article, alors je ne sais pas si je suis hors sujet ou pas, concernant la planification de rendez-vous intégrée à l'agenda BlueMind. Parce que ça peut être, moi de ce que je comprends, ça ressemble à ça. Donc, on a des intégrations avec cal.com, Simplimit et Vite, si ça se prononce Vite. Ouais, c'est ce que je recherchais, Leslie, merci. Voilà. Donc, j'ai publié l'article. Oui, effectivement, donc Julien vient de préciser dans le chat que c'est bien de ça dont il s'agit avec des personnes externes à l'entreprise. Donc, comme on l'a dit, on n'a pas, nous, cette fonctionnalité, mais on l'intègre parce qu'on intègre les protocoles et les formats CALDA, VCS, etc. Donc, je vous ai poussé l'article. Je pense que vous pourrez trouver les réponses à vos questions dedans. Si vous avez besoin d'avancer un peu plus, n'hésitez pas à nous soit reposer la question si on est encore dans les temps, soit nous envoyer un mail après. On répondra beaucoup plus en détail. Autre question, toujours de Julien Neller. Quels outils de MFA sont compatibles avec BlueMind? Bonne question. J'avoue que je n'ai pas révisé cette partie-là avant le webinaire. Est-ce que vous vous en souvenez, que ce soit Manu ou Fabien? Il y a Google. Alors, il y a la possibilité déjà de mettre un fournisseur OTP en termes de FA. Donc, après, compatible avec tout ce qui est Google Authenticator, Microsoft Authenticator. Nous, par exemple, on l'a mis aussi avec Vault Warden pour justement la génération des clés OTP. Après, comme autre outil d'MFA, Manu, si dans ta tête, on a d'autres qui te viennent à l'esprit. Alors, pas forcément, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que en fait, dans BlueMind, toute la partie authentification va être gérée par Keycloak. Donc, à partir de là, on peut faire quand même beaucoup de choses. Mais souvent, en fait, BlueMind ne va pas être la solution de sécurisation des authentifications. Et vous allez souvent avoir une solution alternative qui est déjà existante au sein de votre système d'information. Et le principe, c'est qu'on va plutôt greffer BlueMind, ou donc le Keycloak pour les aspects plus techniques, sur votre système d'authentification. De cette manière, en fait, on va déléguer toute la partie authentification à un système tiers. Par exemple, vous pouvez très bien avoir un Keycloak externe à vous, mais qui permet de gérer tout l'accès aux applications d'entreprise. Et si sur ce Keycloak en question, ou ce système d'authentification, vous avez des systèmes d'authentification multifacteur, après, c'est à vous de voir ce que vous mettez, mais effectivement, on va être compatible avec pas mal de choses. Ensuite, question de Pierre Lejeune. Durant la migration, quels sont les impacts pour les gens migrés qui interagissent avec des gens non migrés, calendrier, mail, etc. Alors, dans ce genre de cas, effectivement, il n'y aura pas de solution magique. Typiquement, pas d'écriture possible entre les deux mondes. Nous, ce qu'on propose, et ce qu'a légèrement détaillé Fabien avec le split domaine, c'est qu'on va centraliser toute la gestion de cette cohabitation des deux solutions. Derrière, comment on interagit? Alors, déjà, niveau annuaire, effectivement, BlueMind va centraliser toutes les informations pour savoir qui et où. Et après, d'un point de vue interaction, ça va
se limiter entre guillemets à la lecture seule. Donc on va s'appuyer sur ce que fournit en fait Bluemind. Et typiquement, on sait faire de la publication, comme le disait Manuel, en lecture sur des agendas par exemple. Et côté Exchange, ça va être un peu la même chose. Donc il y a ce type de solution. Après, pour tout ce qui va être gestion des ressources et des salles de réunion, par exemple, et qui peut poser problème quand on a une population des deux côtés, là, on doit mettre en place des solutions qui vont s'appuyer aussi sur de la lecture d'agenda ICS, par exemple, et faire en sorte que les demandes soient croisées, que ça puisse arriver chez les bonnes personnes. Mais évidemment que oui, on n'a pas des solutions sur étagère, je veux dire industrialisées, dans le sens où il faut définir la solution en fonction de comment on va migrer et ce qui est disponible au niveau de notre solution. Alors, on a le sujet en cours actuellement avec un gros client qui est en cours de migration. C'est ce qu'on a mis en place comme type de solution. On va créer des ressources d'un côté et de l'autre et on se débrouille pour faire de la publication et faire en sorte que les demandes arrivent au bon endroit. Ouais, alors, je me permets de reformuler parce que je suis trouvé un petit peu pessimiste sur le sujet, mais je me trompe peut-être. En fait, on va être en mesure de faire cohabiter les deux systèmes de messagerie ensemble. Donc, ça veut dire que vous avez des utilisateurs qui vont être, par exemple, sur un serveur Exchange et d'autres sur Bluemind. Donc, vous allez recevoir les messages et les personnes qui sont sur Exchange et qui sont sur Bluemind vont pouvoir communiquer entre elles, s'envoyer des messages. Ça ne posera aucun problème. Là, la difficulté, ça va être plutôt effectivement sur tout ce qui est partage et aspect collaboratif, où les calendriers des personnes qui sont sur Exchange ne seront pas consultables sur les personnes qui sont sur Bluemind. L'idée, en fait, dans ce genre de scénario, c'est de migrer par service. Donc, on va prendre un service avec 300, 400 personnes. On va les migrer en one-shot, entre guillemets, au moment de ce lot, pour minimiser l'impact, justement, de cette collaboration qui peut être essentielle. Je prends un exemple un peu simple. Vous avez, par exemple, le cabinet du maire qui a besoin de migrer. Bon, on va le migrer avec ses secrétaires. Comme ça, il n'y a pas d'impact sur la production, sur le travail des gens. Comme ça, on est sûr que tout le monde peut travailler directement sans avoir un impact fort sur ce type de fonctionnement. Voilà, c'était une précision. Ouais, c'est ce que j'exposais pendant le webinaire, justement, cette nécessité-là que vous avez dans le processus de migration, de pouvoir justement mener, comme on disait, la migration, c'est pas juste, effectivement, je prends les données à gauche, je les mets à droite. Il y a toute une stratégie à mener parce qu'effectivement, il y a un temps de cohabitation qui est mis en place. Nous, au travers du Speed Domain, justement, on facilite ce temps de cohabitation, mais le vrai autre travail qui va derrière, c'est effectivement de qualifier quelle population va être bougée, comme je le disais, que ce soit par domaine, que ce soit par site, de telle manière à ce que justement on limite on va dire l'écartement entre les différentes populations. Je pense effectivement à tout l'aspect collaboratif poussé dans mon pessimisme, comme tu as dit, Manu. Heureusement, oui, que ça fonctionne. Autre question de Monsieur Neller. Quels sont les cas de migration connus non gérés par l'outil de migration? Évidemment, c'est aussi une question pour Manu, parce que moi, je n'en connais pas. Alors, c'est compliqué de répondre à cette question. En fait, on va préférer vous dire ce qu'on est capable de migrer. Par exemple, si on est sur du Exchange, donc accrochez-vous, je vais faire la liste, mais ça me paraît quand même important. Donc, on a l'arborescence de messagerie, les partages et dossiers de messagerie, les messages, les contacts, leur partage, les carnets de contacts, les groupes de contacts, les calendriers, leur partage, les événements avec leurs pièces jointes en fonction de certaines fonctionnalités. Les tâches, leur partage, les carnets de tâches, les notes, les partages de notes, les carnets de notes, les ressources, les messages d'absence, les catégories, donc les fameux tags, en fait, les étiquettes, les règles de messagerie qui sont compatibles avec EWS, les dossiers publics, les archives en ligne, les boîtes web partagées, les délégations avec les droits SendA, SendBoff, les full access, les accès full access également, et les droits sur les gestionnaires de ressources également. Voilà tout ce qu'on va être en mesure de reprendre, donc ça fait quand même une liste assez exhaustive. On a aussi la possibilité de reprendre des PST. Si vous avez des PST locaux, on a un outil qui permet de reprendre les PST pour les réinjecter dans Bluemind si nécessaire. Sachant que quand on parle de reprise Exchange, c'est Exchange on-premise et Exchange online, qu'on soit bien d'accord là-dessus aussi. C'est les deux contextes. Tout à fait, ouais, tout à fait.
Et là, bon, on cible sur Exchange, mais aussi reprendre d'autres Ouais. solutions. Typiquement, il y a un périmètre assez riche quand on vient de d'Imbra. Donc, on sait reprendre plusieurs solutions. C'est même reprendre des données de Lotus. MDMod aussi, pour ceux qui sont Ouais, sur voilà. Donc, bon, c'est dire. Mais voilà, on est sur un webinaire Exchange. Donc, merci Manu d'avoir détaillé tout ce qu'on sait reprendre. D'Exchange, on va effectivement très, très loin dans la reprise du contexte, indépendamment des données brutes. Autre question de Monsieur Teddy Pécourt. Quelles applications pour les devices Apple et sous Windows? Importance d'avoir une solution unique pour tous. Trop de bugs avec la Outlook Format, on est d'accord. Beaucoup d'utilisation nomade. Alors, pour les devices Apple, ça s'appuie beaucoup côté Apple. Ah. Pardon? Ouais. Alors après, ça dépend. Est-ce qu'on parle d'Apple mobile ou est-ce qu'on parle d'Apple, Ouais. les Mac, etc., les laptops ou les postes? Je peux en parler rapidement. Ouais. Sur les iPhones, vous prenez l'application native en fait, et vous avez donc la synchro des contacts, des calendriers, de vos mails. Donc ça marche très bien. Pas besoin d'avoir une application particulière, hein, ça marche très très bien déjà en l'état. Toujours en synchronisation ActiveSync. Si vous êtes sur un Mac, donc on ne supporte pas Outlook for Mac avec EWS, donc ça tombe bien parce que EWS, c'est un protocole qui tend à disparaître côté Microsoft. Il y a une annonce qui a été faite, hein, notamment sur Office 365. EWS va être fermé, en fait. On n'aura plus accès à EWS sur les instances 365 à partir d'octobre 2026. Ils vont peut-être reporter la date. Nous, ce qu'on recommande sur les outils Apple, si vous êtes sur un desktop, soit vous passez sur un Thunderbird parce que vous voulez passer sur un client en IMAP, soit vous passez sur les clients natifs Apple Mail, Apple Contact, Apple Calendar. Ça fonctionne également. Et sur Windows, sous Windows, vous pouvez très bien utiliser. Alors là, quand on parle de device Windows, je ne sais pas trop ce que c'est. Alors moi, j'ai parlé de Windows que je connais en mode desktop, mais vous pouvez utiliser Outlook, sachant que nous, on n'est pas forcément dans à vous vendre du Outlook, hein, c'est pas du tout l'idée. Mais vous avez des clients lourds qui existent. Alors nous, on a en fait notre webmail qui fonctionne très bien, et on a aussi développé notre webmail en fait sous forme de client Electron. Donc en fait, c'est un client lourd qui va être installé sur le poste et qui va être disponible et qui marche vraiment bien. Mais vous pouvez aussi utiliser un Thunderbird si vous voulez en IMAP, ça marche aussi très bien. Sachant, en plus de ça, pour la partie Thunderbird, hein, si effectivement vous voulez passer sur ce médium-là, étant donné que Thunderbird va prendre la partie IMAP, donc uniquement la partie messagerie, vous avez un connecteur que l'on fournit, hein, qui est développé par Bluemind pour la partie collaborative, c'est-à-dire la partie agenda et la partie contact, qui vont être greffés sous forme de plugin, hein, qui vous permettra d'accéder aux mêmes composants que la mail app. Mais c'est vrai qu'en fait, je le disais au moment du webinaire, le meilleur médium, alors hors mobile, hein, le meilleur médium, notamment vous le disiez dans la question, hein, Teddy, pour l'utilisation nomade, quand vous êtes en voyage, quand vous êtes dans une situation d'urgence, en déplacement, l'un des meilleurs outils, même sur des emplacements publics, ça va être la mail app, parce que l'avantage, c'est que quel que soit le navigateur, vous allez retrouver l'outil complet, vous allez retrouver toute la partie collaborative, et vous allez retrouver tous les outils, et même l'utilisation, le périmètre collaboratif que vous allez avoir avec un client lourd. Donc, il ne faut justement pas hésiter à utiliser la mail app. On le voit aussi, par exemple, dans des contextes style VDI, par exemple, bureau virtuel, où on sait qu'au niveau des profils, on doit limiter un maximum la taille des profils sur les serveurs de virtualisation et les serveurs de stockage de profils, notamment quand on fait du VDI avec Azure ou même avec Microsoft. Hein. Donc voilà, il faut surtout... on peut privilégier l'utilisation de la mail app parce que l'on soit sur l'environnement virtuel, qu'on soit sur son laptop perso, qu'on soit sur son laptop pro, en Wi-Fi dans un hôtel, en Wi-Fi dans un resto, etc., vous allez retrouver le même niveau de collaboration et le même niveau de fonctionnalité. Ensuite, la question de M. Pierre Lejeune. Durant une migration, quel est l'impact de ce qui se trouve dans le cache Outlook, comme les contacts, anciennement, ceux qui se trouvaient dans le fichier NK2 ? Alors, je ne suis pas sûr de comprendre correctement la question. Je vais y répondre dans ces cas-là.
Ok, j'ai compris. Alors effectivement, en fait, le cache Outlook, ce qui va se passer quand vous allez changer de serveur messagerie, en fait, vous allez partir sur un nouveau profil Ok. BlueMind. Donc, ce cache, il est perdu. Alors, il existe des commandes qui permettent de faire une extraction, d'exporter ce carnet d'autocomplete et de le réimporter. Donc, je vous mets un lien dans la partie chat. Personnellement, je ne l'ai pas testé. Après, il faut faire attention parce qu'on a on peut aussi avoir des adresses en LegacyDN. Alors, LegacyDN, c'est un format qui est un peu particulier où ce n'est pas de l'adresse mail. Et ça, ce n'est pas compatible avec BlueMind. Ça va être compatible qu'avec le serveur Exchange que vous avez en votre possession. Et effectivement, quand vous changez de serveur de messagerie, LegacyDN, il n'y a plus rien à voir. Et on n'a pas forcément la possibilité de faire une résolution de ces adresses-là. Donc, à tester, mais je ne peux pas vous garantir à 100% que ça fonctionne à 100%. Ok. Merci Manu. Question de Rachid Nedjar. Est-ce que BlueMind est fait avant tout exclusivement pour les grandes organisations ou ouvert aux startups et TPE, PME? Non, on n'est pas du tout fait exclusivement pour les grandes organisations. On est ultra ouvert à tout type de clients et à tout périmètre. C'est un peu l'idée du slide, en fait, sur nos références. On voit qu'on a, pour résumer très, très fortement, et ce n'est pas du tout péjoratif, on a du gros client, on a du petit client, on a du public, on a du privé. Donc, on va répondre aux besoins de tout ce type en fait, d'organisation. Pour les tout petits, là, il faut savoir aussi qu'on a quand même un panel de partenaires assez important qui, eux, vont proposer des offres hébergées. Parce que quand on est une petite entité, on n'a pas forcément les moyens ou les compétences pour opérer sa solution on-premise et on préfère passer par une solution hébergée. Et là aussi, on a tout un panel de partenaires qui fournit tous les services proposés par du BlueMind, voire du BlueMind avec des solutions collaboratives supplémentaires pour un panel en fait un peu enrichi d'un point de vue collaboratif. Donc oui, on est ouvert à tout type de clients. De ce que je peux vous dire, moi, de mon expérience d'ingénieur avant-vente pour BlueMind, parce que justement, la plupart des cas, je les vois en direct, en discussion justement avec les clients ou avec les DSI, etc. On voit de toute façon, moi je le vois au quotidien, sur tous mes rendez-vous, une pluralité vraiment de contextes. C'est ce que je disais justement dans la slide. Depuis que je suis chez BlueMind, moi j'ai vu passer au sein d'entreprises, au travers de partenaires intégrateurs ou des institutions, des entreprises qui nous contactent en direct pour avoir des informations, pour avoir plus de détails ou organiser des tests, ce genre de choses sur la solution BlueMind. J'ai vu vraiment tout type d'entreprise, qu'on soit dans le privé, qu'on soit dans le public, et on va dire tout type de contexte. Voilà, effectivement, une DSI dans laquelle j'ai 5 admins qui ont fait que du exchange pendant des années et qui ont envie de changer. J'ai eu des cas d'université dans lesquels les solutions de messagerie, c'était des solutions faites à la main avec différents composants qui ont été, on va dire, mis comme ça, argumentés, articulés pour créer une solution de messagerie. Des entreprises sur lesquelles on a quelques dizaines d'employés, des entreprises qui sont passées en full M365 et qui veulent migrer, repartir, réintégrer leur SI, certains qui veulent travailler en hybride. Voilà, il y a vraiment toute une pluralité d'exemples et de contextes avec lesquels on est tout à fait capable de s'intégrer. Et il n'y a pas de différence de taille, il n'y a pas de différence de type d'organisation ou de contexte ou du moins de situation. Le BlueMind est capable de s'adapter à tout. Autre question de Monsieur Julien Neller. Quels sont les autres outils de travail collaboratifs inclus? Alors, nous, nativement, on est sur la messagerie collaborative. C'est notre cœur de métier. Donc, on fait de la messagerie collaborative et on ne fait que ça, et on le fait bien. Pour tout ce qui va être autre outil de travail collaboratif, on a déjà en fait tout un panel d'outils avec lesquels on est compatible. Alors, je ne les ai pas tous en tête, mais on va avoir du Nextcloud, par exemple. On va avoir de nombreux outils de visio. Donc, on a du Jitsi, on a du Teams, on a du Cisco, on a du Zoom, on a d'autres outils open source, évidemment. Je fais exprès de citer les gros. Donc là, voilà, merci Leslie. Donc voilà, on a au moins tout cela. Donc là, en fait, c'est pas une liste exhaustive.
Donc, il faut évidemment ne pas hésiter à consulter notre site internet où là, pour le coup, on va publier un peu plus d'informations et surtout les documentations qui vont vous expliquer comment vous interconnecter avec toutes ces applications. On reste sur de l'open source et comme vous pouvez le voir, il y a aussi tout ce qui va être planificateur de réunion. C'était peut-être ça la question qui a été posée tout à l'heure, où j'ai répondu par du doodle-like. Alors, c'est un abus de langage, hein, c'était un petit peu les premiers. Mais l'idée, oui, c'est de s'interconnecter avec des planificateurs de réunion. Donc oui, la liste exhaustive, très sincèrement, je ne la connais pas parce qu'il y en a un petit peu trop. Ce n'est pas pour les mécaniques, hein, mais il y en a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup du collaboratif. Mais j'ai poussé un article dans le chat sur comment Bluemind s'intègre dans l'univers, dans votre périmètre collaboratif actuel. Donc, je vais peut-être le remettre parce que là, je suis en train de remonter dans le chat et je ne le trouve pas. Mais je l'ai mis à un moment, je vais le remettre. Donc, effectivement, on a beaucoup, beaucoup d'intégration possible. Donc, je vais remettre l'article de ce pas. Ouais, et en complément de Bluemind, donc on a nos partenaires qui peuvent proposer des hébergements SaaS avec des solutions plus complètes que Bluemind, parce qu'en fait, on va avoir Bluemind plus de l'édition en ligne, du stockage en mode drive, des choses comme ça. Et donc tout ça, c'est développé pour justement avoir une cohérence et avoir une plateforme collaborative étendue, hein, finalement. Et donc, on a plusieurs partenaires qui proposent ce genre de choses. Je ne sais pas si on a un lien là-dessus, Leslie, ça pourrait être intéressant de le mettre également. Ouais, on a des choses connexes. Il faut juste que je mette la main dessus dans les temps, mais oui. Donc, nous, on est vraiment effectivement la solution cœur, messagerie collaborative. Et après, effectivement, comme le disait Emmanuel, ça va être soit du collaboratif étendu, soit plus globalement aussi tout ce qui va être communiqué. Donc, tout ce qui va être communication en temps réel, visio, message instantané, etc., TOIP, etc., etc. Donc, la liste est quand même assez importante. Et en plus, comme là, le slide, il est bien, Bluemind est basé sur du full API. Donc, même s'il y a un outil avec lequel on ne s'interconnecte pas encore finement, en fonction de ce que propose l'outil, s'il a aussi des API, il y a de fortes chances qu'on réussisse en fait à s'interconnecter avec ce nouvel outil relativement facilement. J'emploie le terme relativement, parce que sinon derrière la R&D peut me taper sur les doigts. Oui, donc, je ne suis pas pessimiste, mais plutôt optimiste. Ensuite, comment se passe... Autre question de M. Julien Heller. Comment se passe une mise à jour majeure? Très bien, j'ai envie de dire. Donc là, il faudra peut-être effectivement compléter. Il y a plusieurs façons de faire. Soit on fait une mise à jour, en fait, on fournit toujours les outils qui vous permettent de faire des mises à jour in place. Donc, c'est une mise à jour embarquée. On essaye de minimiser en fait les perturbations liées à cette mise à jour. Alors, nécessairement, quand on est sur une mise à jour majeure, alors moi, ce que j'entends par majeure, c'est version 3, version 4, version 4 à version 5. Donc, c'est les versions qu'on sort tous les 5-6 ans. Là, c'est la version majeure. Là, pour le coup, oui, c'est les grosses opérations. C'est in place, mais il y a très souvent des gros changements qui sont assez structurants dans le cœur de l'outil. Donc, ça se planifie. Mais on fournit les outils pour faire clic-clic et que ça se fasse en fait en ligne. On s'est aussi passé par l'outil, par notre migrator. Migrator, c'est migrer les solutions type Exchange, Lotus, etc., plein, pour aller sur du Bluemind. On s'est aussi migré du Bluemind vers du Bluemind. Donc, on a plein de solutions en fonction de ce que vous voulez faire. Typiquement, lors d'une mise à jour majeure, ce n'est pas complètement exotique de se dire je vais aussi faire une mise à jour de mes OS, voire remplacer mon matériel si on est sur du on-premise. Là, pour le coup, on pourra passer par du migrator, par exemple. Donc, on a plein de solutions pour faire ces mises à jour majeures. Si dans ce que vous entendez par majeur, c'est une mise à jour typiquement 5.5.5.6, pour nous, c'est une mise à jour mineure, mais les mises à jour mineures embarquent des nouveautés fonctionnelles, là, c'est in place. Et ça se fait en quelques minutes. C'est transparent pour l'utilisateur, dans le sens où on fait beaucoup de traitements en, fait, en back-office, et on va faire le redémarrage des services à la toute fin, pour justement que ça soit quasi transparent pour l'utilisateur. Et dans 98% des cas, en fait, on va passer par la migration in place. Je tiens vraiment à le préciser pour éviter d'avoir une problématique, par exemple, de reconfiguration X ou Y d'un compte. Donc, voilà, je vais le préciser parce que en fait, c'est un point qui est vraiment important parce que derrière, en fait, le produit Bluemind, on va s'appuyer sur des briques type postfix, on peut avoir de l'Elasticsearch, on peut avoir
voilà, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais toutes ces briques-là, elles sont mises à jour à chaque fois. Et si un jour, on doit changer un socle technique, par exemple, on passe de postfix à Exim, en fait, ça se fera de manière transparente parce qu'en fait, on va gérer toute la partie mise à jour de la donnée, mise à jour du flux, etc. Et donc, tout ça, c'est compris nativement dans le produit. Vous n'avez pas besoin d'installer une brique X avec une brique Y pour faire fonctionner le produit. Tout est packagé dans Bluemind et c'est aussi un travail qui est assez conséquent parce que quand vous avez des mises à jour à faire de versions majeures, on en profite aussi pour mettre à jour certaines briques techniques et on s'assure justement de cette transformation de données. Mais tout ça, vous n'avez pas à vous en soucier. Autre question de M. Teddy Pécourt. Peut-on choisir un data center spécifique pour l'hébergement des données? Et si oui, est-ce que mon infogérant doit avoir des notions spécifiques? Donc, là, peut-on choisir un data center spécifique pour l'hébergement des données? Oui. Ça faisait partie de nos slogans. Avec Bluemind, nous avons le choix, y compris évidemment sur le data center dans lequel vous voulez héberger l'outil. Ensuite, si oui, est-ce que mon infogérant doit avoir des notions spécifiques? Il faut connaître quand même un petit peu le monde Linux et savoir en fait opérer et administrer du Linux. Alors après, tout dépend le niveau d'infogérance, évidemment. Si on est sur le niveau, on va dire sur le niveau 0, c'est-à-dire en gros juste l'infogérance du serveur ou de la VM, etc., le point le plus important, c'est que les ressources pour les VM doivent être réservées. C'est-à-dire que vous ne devez pas être sur des ressources qui sont partagées entre les différentes VM, notamment tout ce qui est CPU, RAM, IOPS. Là-dessus, il n'y a pas de doute. Si vous avez un niveau d'infogérance plus élevé, c'est le cas chez certains hébergeurs, j'ai travaillé pour un hébergeur pendant longtemps, lorsque effectivement on a des niveaux d'infogérance au niveau OS ou même potentiellement applicatif, là effectivement la base ce sont la gestion du Linux, c'est-à-dire en gros la plupart des commandes classiques. Si on est installé par exemple sur du LVM, la capacité à pouvoir étendre les LVM, ce genre de choses, savoir aller chercher dans les logs. Après, toute la partie qui est purement métier propre à Bluemind, ça va être géré par l'intégrateur et potentiellement après sur des niveaux plus élevés au niveau de notre support informatique. Mais voilà, pour ce qui est du niveau d'infogérance, enfin tout dépend plutôt du niveau d'infogérance qui va être proposé par votre data center. Après, notamment, enfin pour votre hébergeur, pardon. Notamment, voilà, on va dire, il faut ce respect-là des parties hardware, si on est à un niveau plus bas. Si on est sur un niveau plus élevé, les bases, peut-être pas forcément bases, mais on va dire bases moyennes d'une capacité de gestion d'un serveur Linux. Après, notamment aussi, si vous passez sur des solutions type Red Hat, parce qu'on est compatible avec Red Hat, il n'y a pas forcément que du Debian ou du Debian-like comme Ubuntu. Donc voilà, si vous partez aussi sur une solution Red Hat, c'est un monde un peu à part en termes de distro Linux. Clairement, voilà, il faut que le partenaire, il faut que l'intégrateur, ou tout du moins l'infogérant, ait aussi la capacité de savoir gérer une distribution type Red Hat, par exemple. Alors, question de M. Rachid Nedjar. Les ressources documentaires de Bluemind sont très riches. Accès possible à des agents IA via MCP ou API? Très bonne question. Courageusement. J'avoue. Je peux en parler. En fait, on est sur ces développements actuellement pour justement intégrer de l'IA avec Bluemind. Donc, les développements sont déjà très, très avancés. C'est quelque chose qui devrait arriver dans la prochaine version mineure ou la suivante. Enfin, je m'avance un petit peu, mais je sais qu'en termes de développement, la partie back est faite. Il reste des sujets côté front, donc c'est la partie visible, pour notamment pouvoir faciliter la reformulation de messages, pour faire pour résumer aussi des messages ou des conversations. Enfin voilà, c'est les premières choses qui vont arriver dans Bluemind, aussi dans la partie web. Et effectivement, en fait, on a la possibilité de greffer des agents, donc les agents que vous souhaitez, parce qu'en fait, on va se greffer sur les agents que vous voulez via du MCP, ouais, tout à fait. Okay. Pour la partie API, justement, qui était aussi posée dans la question, vous avez une API REST qui est mise en place pour Bluemind, qui est accessible d'ailleurs au niveau de la documentation. Si vous avez
consulter des articles sur les API, vous avez accès à l'API complète Bluemind qui permet, au travers de requêtes API, de réaliser différentes opérations. Ce qu'il faut noter, par exemple, c'est que la mail app, elle est quasiment à 98 ou 99% réalisée via l'API. Donc, toutes les requêtes que vous réalisez par la mail app, autant sur la partie webmail que sur la partie administration, l'admin console, ce sont des calls API qui se réalisent avec les différents composants. Donc là, vous pouvez le constater, vous pourrez le consulter justement au niveau de la doc pour l'intégration avec des outils d'API. Ok, alors, juste pour préciser, c'est peut-être moi qui ne comprends pas trop, ou qui comprend de travers la question. Moi, la question, je la comprenais comme, est-ce qu'il y a un accès possible à votre documentation par un agent IA qui viendrait en fait lire de l'information? Oui. Moi, j'ai compris la question comme ça, et là, j'avoue que je ne sais pas. C'est peut-être ça la question. À ce moment-là, monsieur Nedjar, on est quasiment à la fin des questions. Donc, si vous êtes... voilà, n'hésitez pas à dire si c'est Manuel et Fabien qui ont bien compris votre question ou si c'est moi. N'hésitez pas à le dire, surtout si c'est moi. Il a confirmé que c'est bien ça sa question. Il a confirmé. Voilà, ça me fait plaisir. Merci Leslie. Donc, c'est moi qui avait raison. Là, c'est vous qui avez gagné, ça va. Je ne sais pas. Est-ce que vous savez, côté Manu ou Fabien, si on... Non, j'avoue que c'est... Après, ce sera à tester, effectivement, à voir ce qui se passe si on alimente les URL, l'URL de documentation et qu'on demande à un agent IA type Claude ou type ChatGPT ou autre, de voir, voilà, en gros, reprends la documentation et fais-moi une version synthétisée ou quoi que ce soit. À voir si ce serait possible. Moi, à titre personnel, je n'ai pas encore rencontré le cas. Voilà. Alors, la charte graphique à moi, par exemple, c'est effectivement intéressant comme question. Ouais, tout à fait. Si vous donnez l'URL, c'est une doc publique, vous pouvez y accéder à la doc, mais vous donnez ça à manger à une IA, il va vous faire un résumé, vous donner toutes les informations qui vous intéressent. Tout simplement, oui. Tout simplement, ouais. Ok. Question de M. Christophe Cuc. Peut-on installer sur une Debian supérieure à 12 ? Oui. Oui, les versions 5.5 et 5.6 sont tout à fait possibles. Même d'ailleurs, il me semble, certaines versions antérieures. Mais tout ce qui est, en tout cas, les versions publiées à l'heure actuelle, donc 5.5, 5.6, elles peuvent être installées sur du Debian 12 ou du Debian 13, pas de souci. Ouais. On supporte Ubuntu 22, 24. Pas la 26, ça va bientôt arriver, mais il y avait des régressions au niveau de PostgreSQL sur les noyaux Linux en version 7 qui dégradaient les performances, mais c'est des choses qui vont être corrigées assez rapidement dans les kernels. En tout cas, voilà, c'est tout à fait possible. Donc, Debian 13 est bien supporté depuis plus d'1 an, depuis sa sortie, en fait, si je ne dis pas de bêtises. Donc, c'est ça. On essaye de suivre relativement, en fait, rapidement les sorties d'OS. On essaie d'être réactif par rapport à ça, pour, ne pas mettre 15 ans avant d'être compatible avec la version d'OS qui vient de sortir. Que ce soit, en fait, Ubuntu ou Debian, Red Hat, etc. Je ne vois plus de questions, juste un retour de M. Nedjar qui dit cela fait partie en fait des freins habituels à l'adoption. C'était en rapport avec ce qu'on a dit juste avant en parlant de documentation et de l'IA. Question de M. Jérôme Grégoire. Crysis peut-il servir de serveur de rétention en amont d'un serveur on-premise ou globalement, comment fonctionne la solution? Tiens, Leslie, est-ce que tu veux en fait est-ce que tu veux apporter en fait une réponse sur le fonctionnement de Digital Crysis, ce que ça fait, ou tu veux qu'on garde la main? Alors, je ne suis pas convaincue de comprendre la question, parce que moi, la notion de serveur de rétention n'est pas particulièrement prégnante pour moi, vous voyez. Donc, ce que je peux vous dire, c'est que Bluemind Digital Crisis, c'est une messagerie de secours en cas de cyberattaque. Donc, c'est totalement décorrélé de votre SI. C'est dans le cas où votre SI est paralysé par une cyberattaque, ça vous permet d'activer en un clin d'œil, et c'est activable par les métiers, d'activer en un clin d'œil une solution de communication de secours avec email, agenda, visioconférence, et donc vous pouvez vous organiser pendant la crise. L'idée, ce n'est pas nécessairement la continuité de service, mais la capacité à vous organiser pour répondre à la crise, savoir comment on gère cet événement-là. Donc, je pense que ça ne répond pas complètement à la question, puisqu'il y a des notions de la question qui m'échappent, mais dans ce cas,
Je vous redonne la main là-dessus. Et j'avais publié également dans le chat le lien direct vers Digital Crisis sur lequel vous aurez l'ensemble des éléments. De toute façon, de la manière dont va être mise en place Digital Crisis, hein, comme je l'avais indiqué dans la slide, elle est hébergée sur un hébergement sécurisé qui n'est pas sur le SI. Donc, elle est complètement décorrélée, on va dire, du SI. Et en gros, elle est dormante en attendant, je ne vous le souhaite pas d'ailleurs, hein, la situation de crise. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'effectivement, elle ne va pas être en amont de la solution principale, parce que dans ce cas-là, ça voudrait dire qu'en cas de problème, elle est exposée potentiellement à un risque de piratage ou à un risque d'attaque ou autre. Donc, elle est vraiment dormante, hein, dans son petit coin tranquille en hébergement sécurisé. Et comme le disait Leslie, elle sera déclenchée au moment de l'incident, soit effectivement par la DSI en disant attention, ding, 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 il faut la mettre en route tout de suite, ou bien par le métier si vous voulez justement plutôt centraliser ça sur le service de communication ou sur le service par exemple de RSI, si vous avez un service RSI dans l'entreprise. L'idée, c'est effectivement que tu puisses bien détailler en fait, le fonctionnement de Crisis, en fait, Leslie. Parce que oui, la question, c'était ça. Donc, l'idée, c'était que tu puisses détailler bien le fonctionnement du service, parce que tu connais ça très bien et mieux que moi en tout cas. Et derrière, pour effectivement, c'est Fabien qui a précisé la chose, oui, c'est complètement décorrélé et au contraire, il ne faut surtout pas qu'il y ait en fait un lien avec votre SI actuel. Et le déclenchement peut aussi se faire dans le cadre d'exercice, c'est même ce qui est conseillé pour s'entraîner en fait au cas où. Toujours s'entraîner. Il me semble qu'on a fait le... Non, il me semble qu'on a fait le tour des questions. Tour des questions. Moi, j'en ai plus en fait en stock, en tout cas dans l'onglet questions. Il y en a eu beaucoup, hein. C'était très riche en questions. Merci d'ailleurs beaucoup pour vos questions. Merci beaucoup pour votre intérêt, effectivement. Merci Rachid qui nous dit que nous avons été très clairs, donc félicitations à vous. Merci beaucoup. Et bien, on vous verra aussi sur le salon de la souveraineté numérique à Paris, Rachid, super. Tout à fait. Merci à tous. Je vous remets une seconde parce qu'on va clore la slide des événements parce qu'effectivement, on se déplace pas mal un peu partout. Donc, vous pouvez venir nous rencontrer. On sera au Cotter. Pour BlueMind, pour répondre à votre question, Jérôme, ce sera Sylvain Garcia et Pierre Baudraco qui seront à Reims au Cotter numérique. Donc, voilà. N'hésitez pas à poser encore des questions si vous en avez via le mail contact ou en complétant un de nos formulaires sur notre site internet qui d'ailleurs a subi un lifting récemment. Il est tout beau, tout neuf, donc n'hésitez pas à vous balader dessus. Sur ce, est-il possible de vous rencontrer à Toulouse? Oui, tout à fait, bien sûr. On participe à pas mal d'événements à Toulouse. Je réfléchis là en même temps que je parle de la prochaine date, mais je n'ai pas ça en tête. Mais on sera par exemple le 30 juin à la mêlée numérique parce que nous sommes nommés pour recevoir un trophée, le trophée de l'économie numérique. Et donc, on y sera pour voir si on reçoit le prix de la croissance et du rayonnement international. Donc, voilà, vous pourrez nous rencontrer au moins un membre de notre équipe à cette occasion. Et effectivement, on fait beaucoup de choses à Toulouse. Donc, il faut rester branché. Le mieux, c'est de vous abonner à notre newsletter. Vous aurez toutes les infos régulièrement. Sur ce, merci à tous. Je vais clore le webinaire. Je vous souhaite à tous une très bonne fin de semaine, très chaude. Protégez-vous, mettez de la crème solaire. Hydratez-vous. Hydratez-vous, tout à fait. Et puis, je vous dis au revoir, à très bientôt. Merci beaucoup, merci à tous. Merci beaucoup, à bientôt. Bonne au revoir tout le monde. Au revoir.